Depuis hier, il a disparu. Je suis allée chez lui puisqu'il habite à son cabinet architecture. Personne l'a vu. Il a disparu vers quelle heure, madame? Je pense dans la journée, mais comme il a rendez-vous, à 20h30, il n'est même pas venu. Le 11 mars, j'ai été appelé par un collègue d'un commissariat de quartier, le commissariat Javel-Grenelle, parce qu'ils avaient reçu au commissariat de quartier une déclaration de disparition qui leur paraissait particulièrement inquiétante. Elle était inquiète et bouleversée, ce qui nous a tout de suite laissé à penser qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse. Est-ce que des difficultés particulières, quoi, type financier, autre? Non. Eh bien, ils seront transférés comme prévu à la rue Victor Hugo. Et ça fait depuis combien de temps que vous êtes en France? 15 ans. Dans cette lettre, il employait par exemple des abréviations, des choses qu'il ne faisait pas d'habitude. Il y avait des tournures de phrases qu'il n'employait pas. Il y avait un terme que j'avais eu du mal d'ailleurs à déchiffrer, mais qui parlait de la situation. Il utilisait en fait le mot anglais, mais traduit phonétiquement en mauvais, enfin une prononciation, disons, française d'un mot anglais qui habituellement n'est pas utilisé dans ce genre de circonstances. Donc c'était un petit peu déroutant comme lettre. Traduire du japonais en français pose toujours effectivement un problème. Le japonais est une langue où il y a beaucoup de non-dits. Et il n'y a par exemple très souvent pas de sujet dans une phrase. Et si vous ne connaissez pas le contexte, on est obligé en français de rajouter certains mots comme un sujet, comme quelquefois des petits mots qui font partie du non-dit de la langue japonaise, mais qu'il est nécessaire pour le rendre en français de rajouter, sinon le français devient incompréhensible. Et pour rajouter ces quelques mots pour rendre la phrase compréhensible, ça suppose effectivement de connaître le contexte. Et là, la deuxième, rien à voir avec la première. Ouais, c'est ça, Par Monsieur Ojima. Du moins, sa sœur laissait à penser que si elle avait été écrite par lui, elle aurait pu être écrite sous la dictée. Nous avons commencé cette enquête de façon très traditionnelle, c'est-à-dire les investigations d'usage. Nous avons essayé d'en connaître un peu plus sur la personnalité, les activités de la victime, ses fréquentations. Nous avons vérifié si ses comptes bancaires, s'il y avait des mouvements sur ses comptes bancaires, est-ce qu'il y avait des chèques qui avaient été encaissés, non plus. Nous avons regardé au niveau de la téléphonie s'il y avait eu des appels téléphoniques de reçus ou passés, non plus. Donc cela nous inquiétait beaucoup plus.
Nous identifions cette personne, Monsieur Nakamura, et nous décidons de nous rendre à son domicile afin de l'interpeller et de lui demander si c'est bien lui qui avait rendez-vous ce soir-là avec Monsieur Ojima. Est-ce que vous avez eu Monsieur Ojima le 9 mars? Non, je n'ai pas vu. Je suis allé à l'aéroport, Charles de Gaulle. Puis j'ai emmené un client à Hôtel Nikko. Et puis je suis allé voir Monsieur Ojima à son bureau. J'ai attendu en bas, mais il n'est pas descendu. Je lui ai téléphoné en fumant. Et puis il n'est pas descendu. Donc je suis retourné à l'hôtel. Monsieur Nakamura affirme ne pas avoir vu Ojima lors du rendez-vous le jour des faits. Au moment des faits, son activité était en régression, car il avait eu un gros projet qui lui avait permis d'embaucher du personnel et puis d'assurer la vie de ces personnes pendant plusieurs années. Puis les commanditaires japonais ont subi une certaine récession à cette époque, comme tout le Japon, et les fonds n'arrivaient plus. Donc j'avais commencé à lui dire qu'il fallait licencier le personnel. Et comme il était très généreux, il est rentré dans une colère terrible que je n'ai pas comprise sur le moment. Parce que licencier, c'était manquer à ses obligations et vraiment manquer à ses engagements vis-à-vis de son personnel. Il ne pouvait pas imaginer réaliser ça. Donc il cherchait d'autres travaux pour pouvoir assurer le salaire des personnes qui lui avaient fait confiance. Concernant cet enlèvement au Japon il y a 27 ans, on a eu assez peu de renseignements. Par contre, il avait été remis en liberté presque immédiatement. Nous n'avons pas su si nos rançons avaient été versées, mais nous avons su que cette affaire s'était bien terminée. Donc, à ce moment de l'enquête, cela nous renforçait notre idée de ce qu'il pourrait s'agir d'une affaire similaire. Plus ou moins les uns des autres. Non, il faut réfléchir. Étienne, moi, ce qui me fait peur, c'est de devoir continuer cette enquête au Japon. Ah non, je veux pas au Japon. Dans un premier temps, on ne dirige pas notre enquête au Japon, car nous sommes sur la recherche, essentiellement la recherche du moment de sa disparition. Monsieur Nakamura, vous pouvez voir pourquoi? Parce que je viens de recevoir une lettre de la part de M. Ojima. Ah oui. Qui est daté du 10 mars. Et qu'est-ce qu'elle dit cette lettre? Je vais traduire, j'essaie de traduire. Donc il est tombé malade. Donc il repousse notre rendez-vous. Il produit cette lettre que nous faisons traduire. Prendre contact avec moi. Dans cette lettre, Monsieur Ojima s'excuse d'avoir dû interrompre l'entretien qu'il a eu avec Monsieur Nakamura. Il lui dit, dans un deuxième temps, je poursuivrai certaines affaires avec vous. Et dans un troisième temps, il lui dit, je ne sais pas si je poursuivrai certaines affaires avec vous. Donc c'était assez ambigu. Mais cette lettre nous permet de savoir que M. Nakamura mentait. Il y a un truc que je comprends pas. Donc vous nous dites, premièrement, que vous l'avez pas vu. Peut-être que j'ai mal Vous étiez dans traduit. une voiture avec lui. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous avons procédé à une nouvelle audition de M. Nakamura.
Nous n'avions pas d'éléments particuliers qui nous permettaient d'obtenir ces aveux et c'est la technique de l'interrogatoire qui a permis aux enquêteurs d'obtenir ces aveux. J'ai vu, je l'ai vu. Donc vous avez vu M. Ojima le 9 mars. Donc on est monté ensemble, et puis il est descendu, et puis moi aussi. Je sais pas. Il y avait qui dans la voiture? 12 Européens. Qui? Deux. Deux Européens. Sauf que vous mentez encore. Dites-nous qui étaient les Européens avec vous. Quand on demande à M. Nakamura qui est l'organisateur, ou plus exactement, quel a été son rôle à lui, et est-ce qu'il peut nous en dire plus sur l'organisateur de l'enlèvement, c'est à ce moment qu'il nous dit que lui, son rôle a consisté à faire descendre M. Ojima, à le faire monter dans un véhicule dans lequel se trouvaient 2 autres personnes de type européen, puis très peu de temps après, il a quitté le véhicule et ce véhicule est parti avec ces 2 Européens et M. Ojima. Heureusement pour nous, il sait que l'instigateur de l'enlèvement, c'est Carole Reynoud, qui est l'amie de Madame Umeda, et il connaît le numéro de téléphone et l'adresse de Madame Umeda. C'est un sujet très haut en couleur, hors norme, qui effectivement est particulièrement expressif. Il est théâtral au sens effectivement d'un acteur. On pourrait dire, il bouge un peu comme Yves Montand, un peu pour donner une image. Donc c'est quelqu'un très expansif, extraverti, expressif. Qui a une nature généreuse et qui, rapidement, et ce sera une des difficultés de l'expertise, dérape de la question pour associer sur, effectivement, ce qui l'intéresse, son imaginaire, donc qui souvent décale l'axe de la question pour répondre à côté, mais avec une luxuriance de détails et de propos. D'accord. Bon, excusez-nous de vous déranger, mais bon, on a quelques questions à vous poser. Ça sera pas long. Alors, votre prénom? Ayuko. Ayuko. Lors des vérifications que nous avons effectuées à l'endroit de la famille Umeda, nous sommes aperçus qu'il s'agissait d'une riche famille japonaise dont le grand-père était ambassadeur. D'accord. Le père avait acheté des biens immobiliers dans Paris. Et nous sommes surtout aperçus qu'il y avait un litige concernant la vente ou l'achat de biens immobiliers entre celui qui avait disparu, M. Ojima, et Mme Umeda. C'était très mal parti. Donc, l'histoire est la suivante. Le père Umeda achète un hôtel et l'hôtel sera pendant un certain temps au nom d'Ojima. Et puis, il est question de rénovation. On n'a pas beaucoup d'éléments parce que les archives, on ne les a pas. Par contre, il y a quelque chose qui ne trompe pas, il y a un jugement. Et ce jugement, il est de 1990, donc sur des faits de 88. Et c'est Ojima qui intente un procès à Umeda pour percevoir le complément de ses honoraires. Il réclame 290 000 et M. Umeda lui répond ah non, c'est pas, le travail n'était pas bien fait ou il n'a pas été jusqu'au bout en fait, donc rendez-moi les 300 000 que je vous ai déjà versés. Mon père s'est suicidé à cause de lui. Donc votre père s'est suicidé à cause de lui, d'accord. Elle nous apporte dans un premier temps assez peu de choses, car elle nous dit que si, donc, effectivement, elle connaît M. Ojima du fait de ses circonstances, je dirais, financières, ou du fait de cette escroquerie, elle n'est pas au courant du tout de sa disparition. Et elle nous indique que, de toute façon, elle ne l'a pas vu depuis très longtemps. Donc, du côté d'Umeda, on aboutit assez rapidement à une impasse. Donc nom, prénom? Carole Reynold. Vous connaissez Ojima? Je connais cette vermine, oui. Vermine. J'imagine que vous l'appréciez pas, mais c'est quoi vos rapports réellement? Je ne l'ai pas puni, non. Je lui ai simplement fait comprendre d'une
d'une manière, Monsieur Ojima. je dirais, particulière. Monsieur Ojima. Bonsoir, monsieur Ojima. La famille Omeda, ça vous dit quelque chose? Hein? Quel vous, là? La famille Omeda, ça vous dit quelque chose? Je sais pas, là. Je sais pas, je leur demande de faire remonter la famille Omeda, vous me la remontez, c'est clair? Il nous dit que si il a enlevé Ojima, il l'a laissé partir au bout de quelque temps. Nous croyons à cette version, mais cette version nous semble incomplète. Simplement, Ojima, on ne le retrouve pas, donc c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est M. Durand qui a eu le déclic. Nous avions, malgré les dénégations de M. Carroll, un atout majeur, c'est que M. Durand et moi, nous sommes adeptes d'arts martiaux. M. Reynold Carroll se disait être un samouraï en quelque sorte, vouloir venger la famille. Il parle beaucoup d'honneur, de probité, de respect. Donc c'est M. Durand qui a eu le déclic et qui a proposé à M. Reynold Carroll de respecter sa parole justement, et s'il avait un peu d'honneur, de nous dire ce qu'il avait fait exactement. De samouraï, l'honneur. Code d'honneur, très important en effet. C'est ainsi que M. Reynold Carroll l'a craqué et nous a déclaré avoir tué M. Ojima. J'ai voulu lui faire peur. Je l'ai emmené dans ma cave. Et je crois qu'en effet, M. Ojima a été assez impressionné. Il y a probablement de quoi, je pense. La maison de Nanterre, c'est un pavillon, un petit pavillon classique qui est en bord de Seine, je crois, pas très loin de la Seine, qui est entretenu assez correctement. Et ce qui nous intéresse tout de suite, c'est l'endroit où il nous amène. C'est la cave, le sous-sol, dans laquelle on trouve un siège percé, quelque chose comme ça. Et Carroll nous dit que c'est à cet endroit que pendant plusieurs jours, il a séquestré Ojima. Et dans un deuxième temps, un congélateur dans lequel lui-même nous indique qu'il a placé le corps d'Ojima. Il nous dit qu'il était le seul à savoir qu'Ojima se trouvait à cet endroit. Il nous dit que lorsque Ojima est venu au pavillon, lui a été livré au pavillon, il l'a fait déshabiller. Il lui a fait revêtir une combinaison de peintre, une combinaison... Voilà. Et il l'a attaché sur cette chaise. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment Ojima s'est laissé faire. Et là, il nous explique que lui-même aurait, à plusieurs reprises, déjà pendant le transport, il y a plusieurs reprises lors de sa séquestration, il lui aurait administré des tranquillisants par voie de piqûre. Parmi les scellés analysés, qui étaient donc sur la scène des événements, il y avait un électrocardioscope permettant donc de surveiller la fréquence cardiaque. J'ai pu vérifier qu'il était en état de fonctionnement. Il y avait des électrodes qui permettent de relier cet appareil de surveillance au thorax. Il y avait un appareil de pression artérielle, un stéthoscope. Il y avait des ampoules de midazolam et également d'autres produits, ainsi que des cathéters. Bref, tout un arsenal qui correspond à celui habituellement utilisé pour une anesthésie. Les lettres, il les enverra ensuite, on les enverra à sa sœur, et comme ça on aura tout gagné. On aura l'argent, on n'aura aucun problème. On est juste à 2 doigts de réussir.
Les données autopsiques et balistiques ont montré que la mort a été provoquée par une arme à feu avec un projectile ayant touché le tronc cérébral. Il n'y avait pas ailleurs un sillon laissé par une cordelette, mais il ne semble pas que ce soit ceci qui ait provoqué la cause de la mort, et c'est encore moins le midazolam retrouvé dans le sang qui peut expliquer la mort. De façon indiscutable, c'est la plaie par arme à feu qui est à l'origine du décès. Lui nous dit qu'il avait envisagé de le balancer dans la Seine. Mais en fait, il l'a gardé plusieurs jours dans le congélateur. Donc pourquoi ne pas s'en débarrasser tout de suite? On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il n'a pas été capable de répondre. Je me suis débarrassé des différents accessoires. Tout seul, oui. Personne n'était au courant. Personne, ni M. Nakamura, ni même les deux personnes qui m'ont accompagné à la voiture. Vous étiez 3 ou vous étiez plus? Encore une fois, cela me fait... C'est secondaire. Donc vous êtes précis, c'est ça. L'entière responsabilité de mes actes. Il y avait d'autres personnes dans la voiture? Il y avait d'autres personnes sur lesquelles je ne peux pas insister car ces personnes-là n'étaient pas... M. Nakamura était là par, je dirais, un simple service qu'il m'a rendu. Il m'a fait connaître M. Ojima d'une manière plus concrète. Alors immédiatement, pour vous le décrire, l'impression de Louis Jouvet. Vous imaginez Louis Jouvet, et ça ne va pas me quitter durant toute instruction. Et ce monsieur essaye d'envoûter d'une certaine façon. Et ce sentiment théâtral, ce sentiment de séduction, ce sentiment de vouloir marquer son terrain, je le remarque immédiatement. Je remarque que ce sont des traits extrêmement particuliers qui démontrent que ce monsieur veut prendre le pouvoir sur ses interlocuteurs, ce que bien sûr il n'arrivera pas avec moi, mais en même temps je m'en méfie. C'est-à-dire qu'au fond, il y a chez ces sujets une manière de raconter leur existence peu fiable, peu authentique. Je dirais, ils se moquent de la chronologie, ils s'intéressent plus à un détail, à une histoire. C'est extrêmement difficile, finalement, avec des sujets de ce type, de restituer de façon, on va dire, rationnelle, cadrée, organisée, repérée dans le temps, dans la chronologie, une histoire personnelle. Et en plus, dans certains cas, on va dire, ils bottent en touche. Par exemple, l'enfant ne l'intéresse pas, ses parents ne l'intéressent pas, il dira une phrase, par exemple, « Je suis un être très atypique, je suis né dans un utérus de hasard ». La personnalité d'Ojima, elle est difficile à décrire parce qu'on ne l'a jamais vu vivant, nous. Ce qu'on nous en dit, ce que nous en dit Umeda, ce qu'on nous dit, c'est que c'était quelqu'un qui n'était pas forcément très sympathique. Quelqu'un qui était dur, difficile, un peu caractériel. Comme beaucoup de Japonais, il n'extériorisait pas beaucoup, mais il était très généreux. Il avait vraiment un cœur magnifique, on gagnait à le connaître. Tout ce qu'il avait, il le partageait avec son entourage. C'est un artiste. Il est né artiste, il deviendra architecte. Il avait décoré un hôtel particulier en Louis XV, donc j'avais vu des photos, et quand on voyait ces photos, vraiment on était émerveillés, rien qu'à la vue déjà, parce qu'il avait un talent fou dans cette décoration intérieure de culture française. Il est très, très amoureux de la culture européenne et plus particulièrement de la culture française. C'est pour ça qu'il était resté en France. Et il était aussi capable de faire de grands bâtiments. J'avais vu les plans, les dessins d'un building assez important que l'on faisait à l'époque tout vitré, c'était très moderne. Donc il était capable de faire aussi bien de grands projets que de la décoration intérieure très raffinée. C'était vraiment magnifique.
il écrit des livres, il a ce besoin artistique, on sent ce besoin constant et une expression constante. Et dans le besoin, il y a aussi le besoin de la vie d'artiste. Et Paris est pour ça un endroit qui compte surtout dans l'imaginaire japonais. C'est toujours un mélange entre les clients, les sorties, les amis, enfin une vie assez pétillante qui commençait à devenir un peu difficile probablement sous beaucoup d'aspects, qui commençait à s'assombrir, mais comme sont souvent ce genre de vie un peu flamboyante. Monsieur Ojima, dans son livre, rappelle des anecdotes qu'il a pu vivre ici à Paris, et il a rencontré, semble-t-il, un certain nombre de personnages, peut-être hauts en couleur ou assez importants de la vie française, qui peut-être le japonais moyen n'a pas l'occasion de rencontrer. C'est pour ça que son livre, semble-t-il, s'est bien vendu au Japon. Ah ouais. Non, je vous assure, non. Nous avons convenu en fonction des termes du contrat, je vous ai dit, monsieur. Non, mais je ne reviens pas là-dessus. Voyons, ne racontez pas n'importe quoi. Ojima n'a jamais accepté cela et a lui-même fait un procès à Umeda pour non-paiement des travaux. Ce qui est complètement faux. Mais vous étiez d'accord pour l'affaire? Vous êtes sûr qu'il vous a forcé à écrire cette lettre? Pourquoi vous êtes victime? Carole a été si méchante que ça? Carole et Umeda, de ce que nous dit Carole, ils sont ensemble, c'est son ami. Voilà, on n'en sait pas plus, on ne sait pas, ils ne sont pas mariés, la nature de leur relation, on n'en sait pas beaucoup plus, mais il y tient énormément. Il y tient parce que, dans son idée, il est un peu le samouraï de la famille Umeda. Il est là pour défendre l'honneur de cette famille. Alors, ça semble très curieux, c'est un comportement étonnant, c'est illogique, mais c'est vraiment l'idée qu'il défend. Et à plusieurs reprises, il nous en parle. Elle dit bien qu'il a toujours vécu à ses crochets. Et on découvrira d'ailleurs dans l'enquête qu'il avait déjà vécu au crochet d'autres femmes. J'ai fait appliquer le code d'honneur, monsieur. Oh merde, ça, on a un problème. Oh ça, appelle le médecin vite, va chercher les secours. Elle dit elle-même, je suis dans le piège tombé. Le piège inéluctable, dans les 30 pages qu'elle a laissées dans ce français un peu difficile quelquefois à comprendre parce qu'il y a des japonismes, elle explique bien la façon dont il s'est approprié sa vie, ses relations, ses biens. Il a besoin, c'est son seul viatique à Carole, Umeda. Il n'a aucune autre source de revenus. Il y a une enveloppe où on retrouvera 6 000 francs là. Elle dit, j'avais 20 000 dans cette enveloppe. Il vient, il prend l'argent, il prend ses affaires, il vole, il y a des amis qui viennent, qui empruntent de l'argent. Tout tourne autour de l'argent d'Umeda. Nous cherchions à identifier ce monsieur Z dont nous a parlé Nakamura, qui a eu le rôle de secrétaire et qui était présent dans le véhicule
ayant servi à enlever M. Ojima. Nous avons effectué les investigations concernant le matériel médical découvert dans le pavillon. Il apparaît lors de l'instruction de Mme Samet que ce matériel ne peut être utilisé que par des spécialistes en anesthésie ou dans les salles d'opération. Donc, à la demande de la juge d'instruction, nous recherchions ces spécialistes dans les hôpitaux franciliens, puis en France, et nous obtenions ce renseignement qu'en Suisse, après une demande effectuée auprès d'Interpol. Il semblerait que M. Z fasse partie d'un mouvement d'extrême droite. Et donc il devrait aller à Châteauroux. À Châteauroux voir sa mère. Bien ça. D'accord, Châteauroux voir sa mère. Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore sur ses déplacements prochainement? Donc Châteauroux, d'accord. Et là il est où en Suisse? L'autoroute qui descend. Monsieur M, il est identifié en fait par les déclarations de Z et de Nakamura. Les deux le mettent en cause comme celui qui conduit la voiture qui, à l'occasion de l'enlèvement d'Ojima. Ainsi, nous nous rendons au domicile de ce monsieur M, à Orwell-Malmaison, il me semble. Pendant plusieurs jours, nous effectuons une surveillance, des passages, mais nous ne l'interpellons pas, il est parti. Bon, Monsieur Z, expliquez-nous un peu mieux ce que vous faisiez dans cette voiture là, avec l'autre type européen et Monsieur Nakamura. Une fois qu'on a eu ce rendez-vous, donc en début de soirée le 9 mars. Monsieur Renaud Carole lui a demandé de lui rendre le service en participant à l'enlèvement d'un individu pour le faire peur. Oui, monsieur, il met à l'appareil. Monsieur M. Oh. C'est plus possible, c'est vraiment plus possible, vous vous rendez compte? Vous avez affolé ma femme, vous avez affolé ma fille, vous avez mis mon téléphone sur écoute. Écoutez, je veux bien rencontrer la justice. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est qu'il se présente, qu'il soit entendu, placé en garde à vue et présenté à la juge d'instruction. Mais ça, il ne souhaitait pas. Il ne souhaitait pas, j'irais passer par la case police. Nous parlons d'une affaire qui a eu lieu le 9 mars. 19h et 20h, j'étais en train de rentrer sur Paris, donc j'étais quelque part sur l'autoroute A6. Dites-moi. Je me suis arrêté pour un café, station service. Monsieur Z, racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Monsieur Pagnan peut sourire. Il était avec moi, je ne peux pas le nier. Je connais pas ce type-là, je l'ai jamais rencontré. Regarde-moi. Bon, on était ensemble dans la voiture. Jamais vu, je m'en souviendrai. Qui d'autre était présent dans cette voiture? Vous connaissez Monsieur Nakamura? Oui, je connais Monsieur Nakamura. Il a servi d'appât. Vous continuez à nier. Bonjour. Carole nous avait fait comprendre qu'il ne finirait pas ses jours en prison. Ce suicide correspond au personnage qu'on a découvert à l'occasion de l'enquête. C'était quelqu'un de très particulier, très original, curieusement qui avait, c'est horrible à dire, mais des côtés un peu sympathiques, parce qu'il il avait un très bon contact avec tout le monde. Et il ne voulait pas être jugé, il ne voulait pas finir en prison.
il a raconté un texte poétique qui aurait pu être du Paul Éluard. Il a fait exploser la linéarité de sa vie, de façon à ce qu'on ne puisse jamais la retrouver. Et il a donné, dans les peu de faits qui nous indiquaient, une dimension à la fois poétique, une dimension de sens autre, ce que je comprenais, de théâtralité. Il essayait de nous séduire une dernière fois, comme nous étions peut-être son dernier public. Je dis on, car il y avait l'escorte qui est au fond du cabinet, mon greffier, bien sûr, toujours là, l'avocat. Et puis, à la fin, il faut revenir sur Terre. Donc, je retranscris ce qu'il pensait être sa vie, car après tout, sur un plan psychiatrique, sur un plan psychologique, pour une cour d'assises, c'était une façon comme une autre de répondre à nos questions. On n'est pas obligé d'être dans la rationalité, il faut aussi montrer l'irrationalité d'un personnage. Et à la fin, on doit clôturer, donc on a des formules de clôture d'un procès verbal. Il a entendu ce retour dans la procédure pénale, il m'a regardé, je lui ai indiqué qu'il devait signer. Il s'est alors levé très rapidement, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais sagement assise à mon bureau et il m'a attrapé la main, il m'a fait un baise-main à la polonaise. Je ne m'y attendais pas du tout, c'est la seule fois de ma vie, de ma carrière de magistrat que ça m'arrive. Il a reclaqué le talon, il m'a dit « Madame, échec et mat, mais vous comprendrez qu'à mon âge, on ne fasse pas 20 à 30 ans de prison. Je vous dis donc au revoir madame et je retourne à Fresnes. » Par conséquent, on se rend compte qu'il y avait là des forces en présence, peut-être de mafia, peut-être japonaises, qui sont aussi sur notre territoire, et on se rend compte qu'on a en tout cas très peur qu'ils ne parlent et qu'ils dénoncent des activités, peut-être des protagonistes de notre histoire, qui, pour certains, ne pouvaient ne pas être à leur premier essai, mais ça, j'en ai aucune preuve. Et de toute façon, ce cadavre qui a été découvert, eh bien, il n'y avait aucun lien avec ma saisine, donc c'est dans notre service qui a été saisi, et moi, personnellement, je ne suis pas du tout juge d'instruction de ces faits, et donc voilà. Alors, le procès, d'ailleurs, que ça soit en première instance ou en appel, ça sera la même chose. À peu près, le décor Nanterre en première instance, Versailles en appel, ça sera à peu près pareil. Alors, évidemment, les deux comparses sont à nu. Celui qui les a entraînés dans l'affaire, celle pour qui prétendument cette affaire a été faite, celui qui a fait la panne à Kamura, tout le monde est mort. Il n'y a plus que le chauffeur et le type qui a fait la piqûre pour anesthésier. Alors, évidemment, c'est des rôles, normalement c'est des seconds rôles, mais là ils sont en tête d'affiche puisqu'il n'y a plus qu'eux sur l'affiche. Moi, ce qui me paraît important dans un procès, c'est d'essayer d'approcher ce qu'a pu être la vérité. J'ai écarté les japonaiseries de l'histoire et j'ai été plus rapidement à ce qui me paraît être la réalité de l'action de Carole, qui était une action crapuleuse, je dirais habillée en kimono. Mais enfin, ce qui était évident, et le fil conducteur pour moi, c'était les lettres d'Umeda.
c'était le piège dans lequel elle était depuis 10 ans et dans lequel on essayait de la traire encore plus profondément pour continuer à vivre de sa fortune. Elle a un comportement de femme dépressive, ça depuis le départ. Mais de femme dépressive qui cache son jeu, c'est-à-dire en fait une femme dépendante, plus que dépressive, dépendante de Carole, qui est totalement sous sa coupe. Et ça, il faut bien le comprendre. Deuxièmement, elle est japonaise, d'une certaine génération. Je crois que les jeunes japonaises n'ont rien à voir avec cela, mais c'est une femme qui est seconde par rapport à un homme. Et elle était seconde par rapport au père et seconde par rapport à l'amant. Donc il ne faut pas la voir comme une occidentale qui va se défendre, qui va argumenter. Nous sommes dans une relation un petit peu différente. Donc peut-être pas si dépressive que ça au départ, mais en tout cas dépendante et retenue, déprimée, femme enfermée aussi, qui ne communique pas facilement. Ah non, il a probablement jamais été amoureux d'Umeda. D'abord, Umeda avait de l'argent, et un type comme ça, il n'est pas amoureux de son gagne-pain. On n'a pas eu l'impression qu'elle puisse être commanditaire. Du fait des relations qu'elle entretenait avec Carole et de la personnalité de Carole. On n'a pas l'impression qu'elle puisse avoir eu de l'ascendant sur Carole au point de le pousser à commettre ce genre de geste. La motivation de le tuer ou de l'enlever, que l'on mette la préméditation ou pas, c'est que Umeda soit là, qu'elle participe, parce qu'il pourra la faire chanter. Moi, j'en reviens à des éléments matériels. Elle se rend au pavillon, elle voit cette salle. Alors, elle y rentre pas. En tout état de cause, elle sait qu'il y a une salle. Elle voit bien qu'il y a une mise en scène. Elle voit bien que cet homme est séquestré. Donc, de toute façon, oui, elle voit qu'il y a une séquestration, il y a bien un chantage, une extorsion de fonds. Donc, bon. Alors, savait-elle jusqu'où ça allait? On peut aussi se demander comment on allait s'en sortir. Ce qui me reste de cette enquête, c'est que pour nous, ça a été pour nous une très belle affaire. Qu'au départ, on aurait pu passer à côté. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on aurait pu passer à côté parce que tous les jours, il y a des dizaines de disparitions. Et ça aurait été dommage parce que c'était quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et des enquêtes qu'on voit d'habitude. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de rechercher la vérité. Toute affaire judiciaire est une interrogation. Donc, par définition, on va rechercher ce que l'on peut prouver. Par définition, c'est une aventure judiciaire. Rien n'est jamais écrit d'avance que lorsque le dossier se clôture.